suis présente. Frédéric Bréjard. Présent. Edith Bagard est absente. Elle a donné son pouvoir à Catherine Laurin. Gérald Bardot. Présent. Catherine Laurin. Présent. François Franier. Alors, Virginie Génaud est absente. Elle a donné son pouvoir à Valérie Didi. À Frédéric Bréjard, pardon. Excusez-moi, monsieur le premier adjoint. Jonathan Auvillers. Colette Mansuy. Jacques Lamblin m'a téléphoné, il va arriver. En attendant, il donne son pouvoir à Gérald Bardot. Marie Virou a donné son pouvoir à Alexandra Hugo. Joël Dissangro. Christian Flavenot. Michel Bach est absent, il a donné son pouvoir à Benoît Talot. Pierre-Jean Courbet. Claude Bailly. Catherine Duchesne. Stéphane de Cugis, Valérie Didier, Caroline Thomas est absente, Ludovic Chaumet, excusez-moi, Laurie Périssé devrait arriver, j'imagine, Alexandra Hugo, Geoffrey Mérez-Volo, Nolan Bartel, Pascal Huillier est présent. Anne-Marie Di Marino a donné son pouvoir à Laetitia Saucé, Barbara Bertozzi. Étienne Maire est absent, il a donné son pouvoir à Thibaut Valois, Laetitia Saucé et Christelle Viveau est absente. Alors, dans un premier temps, est-ce qu'il y a des questions concernant les décisions qui ont été prises depuis le dernier conseil municipal ? Non, pas de questions. Donc, élection du secrétaire de séance. Frédéric Bréjard lève la main. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Donc, qui est contre, qui s'abstient, est élu à l'unanimité. Ensuite, approbation du procès-verbal. Est-ce qu'il y a des questions concernant la question du conseil municipal du 13 juin? Non. Donc, qui est contre, qui s'abstient, procès-verbal est validé à l'unanimité. Donc la première délibération, enfin la suivante plutôt, concerne les finances. Donc c'est moi qui vais la présenter. Il s'agit de l'exonération donc de la taxe foncière des immeubles situés en zone France Ruralité Revitalisation, rattachés à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier donc d'une exonération de cotisation foncière des entreprises. Voilà, je meublais pour attendre le document. Donc en fait, c'est un dispositif qui vise à faciliter la création d'entreprises et de l'emploi, donc entre autres à Lunéville. On a été informé par les services de l'État le 5 juin 2024, et Lunéville fait partie de cette liste. Comme quoi nous faisions partie donc de la zone France Ruralité Revitalisation. Donc nous avons 3 mois à partir du 19 juin 2024 pour délibérer afin que les entreprises bénéficient d'exonération à compter du 1er janvier 2025. Sont concernées toutes les entreprises qui sont créées à partir du 1er juillet 2024. C'est pour ça que c'était important de la passer ce soir. Donc, sont concernées toutes les entreprises créées à partir du 1er janvier 2024 sur l'ensemble du territoire de la ville de Lunéville. Donc, il s'agit donc d'une exonération d'impôt sur les sociétés et sur le revenu en fonction de la structure de l'entreprise et également de la taxe foncière. Donc, cette exonération est applicable pendant 5 ans à 100%, puis pendant 3 ans de manière dégressive, donc 75, 50 et 25%. Pour les entreprises de moins de 11 salariés, créées ou reprises entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2029, qui exercent une activité libérale, une activité industrielle, une activité artisanale ou encore commerciale. Donc, cette exonération concerne également des exonérations de cotisations sociales. Donc, une exonération de 12 mois suite à l'embauche d'un salarié.
qui dépend du salaire, bien évidemment, des salariés embauchés. Une exonération totale pour une rémunération horaire inférieure ou égale à 150% du SMIC, puis de manière dégressive jusqu'à 240% du SMIC. Pour là, vous avez vu que la première partie, c'est pour les entreprises de moins de 11 salariés, et là, c'est pour les entreprises de moins de 50 salariés qui exercent, pareil, une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale. Alors, on a fait un petit rappel qui ne concerne pas cette délibération, mais c'était important de le rappeler. Quand on parle du contrat de ville, on voit toujours tout l'aspect social qu'on amène dans les quartiers de Liederbronn-Zola et du centre ancien. Mais il y a aussi un aspect important pour les entreprises qui vont recruter du personnel. Donc, il y a d'abord les emplois francs. Donc, pour l'embauche d'un résident, d'un salarié résident en QPV inscrit à France Travail, il y a une aide de 5 000 € par an pendant 3 ans pour un CDI, donc pour l'entreprise, bien évidemment, et une aide de 2 500 € par an pendant 2 ans pour un CDD de 6 mois et plus. Donc, ce sont des aides supplémentaires pour les entreprises qui embauchent des salariés résidents en QPV. Et puis, il y a un deuxième dispositif que l'on connaît, mais c'est aussi important de le rappeler, qui est le contrat unique d'insertion. Donc, c'est l'embauche d'un salarié rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi. Donc, c'est un contrat là qui va de 9 à 12 mois, renouvelable par période de 6 mois jusqu'à 24 mois maximum. Et là, il y a une prise en charge de 60% du SMIC, donc pour un résident salarié qui habite donc en QPV. Donc là, c'est des aides pour les entreprises. Donc c'est pour ça que je faisais un petit rappel sur le contrat de ville, parce que c'est important. Donc c'est des mesures incitatives pour la création et le développement d'entreprises à l'Univille, en sachant qu'il y a juste pour nous, je le dis, la taxe foncière qui est exonérée, en sachant que ce sont des créations d'entreprises et que jusqu'alors, on n'avait pas de taxe foncière. Donc, pour les entreprises qui seront amenées à être créées. Donc, c'est un effort incitatif pour la ville, mais c'est aussi important donc, pour le développement économique de l'Univille. Voilà, je vous ai résumé la délibération que vous aviez sur les yeux. Moi, je suis prête à répondre à des questions ou à si vous le souhaitez. Pas de questions concernant cette délibération? Oui, monsieur L'Huillier et après Stéphane de Cuis. Moi, c'est pas vraiment une question. C'est que dans le contexte dans lequel on vit, Ouais. c'est-à-dire que personne n'y échappe aujourd'hui. Voilà, on est dans une impasse, avec des déclarations plus ou moins ranquignolesques des partis de droite, de gauche. Voilà, je trouve que voilà. On est bien, il n'y a pas de problème. On doit soutenir les entreprises, surtout les PME, surtout les petites entreprises. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans une réflexion où il n'y a pas que les entreprises à soutenir. On est dans le grand débat du pouvoir d'achat, on est dans le grand débat de la répartition des richesses. Alors les mesures comme ça, moi je les salue, bien sûr je les salue. Parce que derrière, créer de l'emploi, c'est toujours intéressant. Mais créer de l'emploi, ça dépend de quel emploi, et ça dépend à quel niveau. Donc du coup, à un moment donné, je me pose la question, moi, en tant qu'individu, mais aussi en tant que parti, quelle légitimité on peut bien donner aujourd'hui, dans ce contexte, quelle légitimité on peut bien donner à ce genre d'acte, sachant qu'aujourd'hui, l'impasse, on est dans une impasse politique qui m'interpelle. Et voilà, c'est une réflexion personnelle. Mais bon, à un moment donné, le coup de pouce sur les retraites, sur le SMIC, sur l'ensemble des salariés me paraît autant opportun que ce genre de mesures. Parce que derrière, je pense qu'il y a un vrai besoin de répartition des richesses dans notre pays. Et que derrière, j'invite tous les politiques, qu'ils soient de droite, de gauche, à réfléchir
à comment on va pouvoir faire demain pour améliorer la vie de nos concitoyens. Merci. Mais je voterai pour, hein, bien sûr, hein, c'est pas la question. Alors, Stéphane Duchis avait demandé la parole. Ouais. Vous m'entendez? Oui. La question, c'est si une entreprise s'installe, il y a Oui. une exonération de taxe foncière. Oui. Si l'entreprise est propriétaire des locaux, du coup, si elle est locataire, ça fonctionne de quelle manière? Si elle est locataire, c'est le propriétaire qui est exonéré de la charge foncière. La charge foncière. Donc après, c'est incitatif, quoi. Charge à lui de peut-être faire un loyer modéré aussi pendant quelques années, de prendre à sa charge des travaux. Voilà. Justement, il n'y a pas d'études, parce qu'il y a dans les baux, normalement, il y a refacturation ou non de la taxe foncière au locataire. Parce qu'il n'y a pas d'études dans ce cas-là, en fait. Parce que si ça bénéficie au propriétaire, l'exonération de la taxe foncière, ça ne sert à rien pour celui qui loue. Voilà. C'était juste une aparté. Après, je rebondis de ce que j'ai entendu. Il me semble qu'on est sur le plan local. Il me semble qu'ici, il y a une majorité qui peut prendre des décisions. Et en plus, pour aider tout le monde, ici, on n'a pas augmenté les impôts. Donc, il faudrait peut-être commencer à voter le budget. Dans un autre sens, ça serait... Je vous ai écouté. Il faudrait peut-être commencer à voter le budget dans le sens de la non-augmentation des impôts, puisque c'est ce qu'on fait pour aider tout le monde. Voilà, c'est juste une aparté, et après je rentre dans mon silence. Monsieur Lunier. Alors, je vais répondre à Stéphane Ducugis. Il n'est pas noté sur le texte que le propriétaire doit exonérer de l'impôt le locataire. Mais en général, un propriétaire qui veut accueillir un locataire dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle, il le fait, quoi. Il y a déjà eu le cas dans le QPV, il y a dans les quartiers prioritaires, il y a une quinzaine, 17, 18 années. Et en général, les propriétaires ne refacturaient pas la taxe foncière, bien évidemment. D'autres remarques ou d'autres questions? Benoît. C'est évidemment une bonne mesure pour relancer l'activité économique. Mais après, le diable se cache dans les détails, pour paraphraser notre ami Jacques qui utilise souvent cette expression. Moi, ce qui m'inquiète, c'est l'effet d'aubaine. C'est quelqu'un qui crée une entreprise sans même aller parler d'une commune à côté, mais d'un quartier qui n'est pas dans les quartiers ciblés, qui se dit chic, je vais aller déplacer mon entreprise dans le quartier bénéficiant des subventions. Il l'aurait créée de toute manière, ou il l'aurait reprise de toute manière. Et ça m'embête un peu parce que ça, au-delà de l'effet d'aubaine, c'est déshabiller Paul pour habiller Jacques. Voilà, je voulais savoir si dans le dispositif qui est là, que je ne connais pas très bien, je veux dire, il y a des parapets, des garde-fous pour éviter l'effet d'aubaine. Alors, pratiquement, alors j'ai pas listé, mais pratiquement toutes les communes de la communauté de communes sont concernées. Donc, toutes les entreprises autour. Il y a 17 000 communes en France. Donc, ce qui veut dire que il y a globalement plus de la moitié des communes en France qui sont concernées. Donc, c'est vraiment pour inciter la création d'entreprises partout en France. Donc, effectivement, il peut y avoir un effet d'aubaine. Bon, voilà. Mais ça peut aussi inciter à créer son entreprise, parce que, on le sait, la taxe foncière est chère, les exonérations de charges salariales sont aussi importantes. Quand on embauche quelqu'un, en fonction du salaire, on peut doubler en charges sociales. Donc, voilà, c'est une opportunité que je pense qu'il faut qu'on saisisse. Après, c'est l'État qui nous propose je sais plus là. L'ancien, ça date du 5 juin, en fait, comme ça. Donc, je pense qu'il faut qu'on la saisisse, à mon avis, quoi. Parce qu'un petit commerçant qui s'installe en ville et prend un employé, par exemple, il crée 2 emplois. Vous parliez d'emploi tout à l'heure. Donc, c'est aussi une opportunité pour eux, quoi.
Monsieur L'Huillier, mais sur le texte, pas sur le débat général, s'il vous plaît. Et quand même, il y a des choses que je ne peux pas vous laisser dire et qui me heurtent. Donc, je vous en fais part. Comment? Il y a des choses que vous dites qui me heurtent. Donc, il est normal que je vous en fasse part. Pour moi, les charges sociales, non. On est dans des cotisations sociales, sur des répartitions. La charge sociale, c'est pas une charge. En fait, derrière, quand vous dites c'est une charge sociale, mais derrière la charge sociale, c'est quoi? C'est la sécurité sociale, c'est toutes les cotisations que nous, en tant que salariés, en tant qu'employeurs, en tant que, voilà, c'est pas, pour moi, ça ne peut pas être une charge sociale. C'est une cotisation solidaire pour qu'on améliore nos services publics, la santé, le machin, le truc. Arrêtez de parler de charge sociale. Ce sont des cotisations sociales, madame. Merci. Alors, juste en compta, je pense que juste Stéphane, en compta, on appelle ça une charge. Voilà, j'ai employé un terme technique, mais qui est juste. Tu veux rajouter quelque chose, Stéphane? Oui, c'était juste ça que je voulais dire. Après, c'est bien de le dire, mais c'est pas tout le monde qui s'en rend compte. Hein, voilà. Et c'est pas tout le monde qui en bénéficie, qui le paye aussi. Et s'il y a bien une taxe, c'est pas tout le monde qui paye, parce que non, pas tout le monde. Non, pas tout le monde. Non, il faut réviser au truc. C'est la Sécu, c'est pas tout le monde qui paye la Sécu. Ah non, c'est pas tout le monde. Tu peux éteindre ton micro, s'il te plaît. Ouais. Et juste en garde-fou, ce qui est important aussi à dire, c'est si l'entreprise se délocalise dans les 5 ans, elle rembourse les taxes qu'elle n'a pas payées, hein, pour compléter mon propos de tout à l'heure. Bien, je pense que tout le monde a eu la parole. Alors, Joël, je te donne le micro. Très, très rapidement, je veux juste simplement dire que Monsieur L'Huillier me ravit parce qu'il joue avec les mots. Alors, vous parlez de charges sociales, on parle d'autres termes, mais je pourrais aussi dire que chaque fois que vous prenez la parole, vous sonnez la charge aussi, et pas qu'un peu. Vous êtes quelque part un bretteur de la République. Enfin, les bretteurs ne sonnent pas la charge. Mais là, c'était quand même une petite charge républicaine. Oh, ça a mis un petit peu d'ambiance. Mais vous voyez, quand on veut jouer avec les mots, on peut aller très loin. Alors, Stéphane de QGIS, et puis après, je pense qu'on aura... Juste, au regard des impôts qui sont exonérés sur une implantation qui reste locale, nous sommes concernés par la taxe foncière, qui n'est pas le plus gros des impôts au jour d'aujourd'hui. Du coup, les retombées économiques d'une création sont quand même assez importantes en termes d'emploi, en termes économiques, ne serait-ce que l'investissement initial qui est dépensé sur le territoire, pour en contrepartie une exonération qui est limitée dans le temps et qui reste limitée par rapport à l'activité d'une entreprise qui s'installe. Donc c'est intéressant pour le territoire local, et je parle pas national, je parle même pas de la communauté économique, je parle uniquement local d'une ville, toute entreprise qui s'installe. La balance, elle est largement favorable à la commune. C'est ça, c'est là où c'est intéressant. On parle de Lunéville, on est d'accord. On est au conseil municipal de Lunéville. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions sur le sujet? Non? Donc je vais lire le projet de délibération. C'est le conseil municipal, après avis de sa commission des finances, décide d'instaurer l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des immeubles situés dans dans les zones France Ruralité Revitalisation et France Ruralité Revitalisation, plus mentionné d'ailleurs il y a une coquille, plus mentionné aux 2 et 3 de l'article 44 quindecies A du Code général des impôts et rattaché à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération de cotisations foncières des entreprises prévue à l'article 1466G du Code général des impôts. Et charge Madame le maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. Donc, qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Elle est votée à l'unanimité. Je vous remercie.
Alors, les sujets suivants, c'est François Franier qui va vous les présenter. Ça concerne tous les rapports des délégataires. Et les premiers concernent l'eau potable. Donc, François, je te laisse. Alors, Merci. je pense que tu travailles en même temps les deux délibérations. C'est ce que j'allais demander. Ok, vas-y. Bien, merci. Nous nous apercevons. Alors, vous pouvez agrandir un petit peu, s'il vous plaît. Encore un peu. Merci. Donc, nous nous apercevons que le nombre d'abonnés en 2023 reste stable par rapport à 2022. Nous sommes à 5319 abonnés, nous étions à 5311 abonnés en 2022. Par contre, le volume consommé en 2023 a diminué de moins 0,42% à 826 951 m3 contre 830 451 m3 en 2022. La consommation moyenne par abonné, en incluant toutes les consommations, est de 155,5 m3 par abonné contre 156,4 m3 par abonné en 2022. Des volumes exportés aux collectivités proches, nous constatons une baisse importante de moins 21,28%. Deux communes ont effectué des travaux conséquents pour Moncel et Lunéville, création d'un forage, des travaux de rénovation de la filière eau pour Rainvillers. Cela explique la diminution de consommation de ces deux communes. Comme vous pouvez le constater, une augmentation de plus de 157% de consommation sur Jolivet. Cette commune dépend du syndicat des eaux d'Ainville. En fait, nous avons alimenté le syndicat par le biais du branchement de Jolivet. Nous constatons une baisse de consommation, ce qui entraîne un manque de recettes pour la commune et également pour le délégataire. Ce constat est le même au niveau national. Donc là, voici le synoptique du circuit de l'eau potable, de son prélèvement aux consommateurs. La commune dispose donc de deux sources d'approvisionnement, le forage, où 108 163 m3 ont été prélevés, et la Meurthe, où 1 185 036 m3 ont été prélevés. Vient ensuite la distribution. Aux communes proches, pour 148 633 m3, à la commune de Lunéville, pour 1 144 633 m3, auxquels il faut retirer les pertes, 198 989 m3, dues aux ruptures de canalisation, aux erreurs dues au compteur, aux branchements et aux fuites. Deuxièmement, les consommations estimées de 91 250 m3 des poteaux incendies, des volumes de service afin d'assurer un nettoyage optimal de l'ensemble de la filière, pour obtenir au final une consommation comptabilisée de 826 951 m3. La qualité de l'eau, l'ARS a réalisé en 2023 39 prélèvements microbiologiques et 40 prélèvements physico-chimiques, tous conformes. Le rendement du réseau, il est stable, 84,62% contre 84,76% en 2022. Néanmoins, l'objectif en 2023 était de 86,5%, soit 5,6 m3 par kilomètre. Le rendement de 84,62% ne correspond pas au terme du contrat. Nous avons reçu la société La Sœur à ce sujet le 8 juillet. Les travaux en 2023. Donc, nous avons effectué des travaux place de la deuxième DC, remplacement de 100 mètres linéaires de canalisation de diamètre 300 pour un coût de 78 000 € hors taxe. La rue Saint-Exupéry, remplacement de 100 mètres linéaires de canalisation diamètre 125, plus renouvellement de 24 branchements vétustes pour un coût de 166 000 € hors taxe. La rue du Général Lotte, remplacement de 13 branchements vétustes pour un coût de 68 500 € hors taxe. Nous avons effectué des travaux à l'usine, renouvellement, alors tout ça, ça concerne la filière de filtration des filtres numéro 3 et 4. Donc renouvellement de la vanne circuit eau de lavage pour 18 000 €, renouvellement de la canalisation diamètre nominal de 350, du circuit eau de lavage contre-courant pour 26 928 € hors taxe, et renouvellement de la vanne de maintien du plan d'eau, filtre à sable numéro 3 et 4 pour un montant de 11 500 € hors taxe. Nous avons donc effectué des travaux en 2023
2023 pour un montant de 368 928 € hors taxe. Les tableaux indicateurs. Donc, nous avons une légère augmentation des impayés, 1,97 contre 1,52% en 2022, et une forte baisse des réclamations de 0,56% contre 6,4% en 2022. La facture type de 120 m3, nous constatons une augmentation de la part de l'exploitant de 129,80 € contre 124,20 € 2022. Cela est simplement dû à la révision des prix. La facture globale augmente donc de 2,02%. Je voudrais simplement intervenir sur les fuites, ayant été interpellé par plusieurs concitoyens au sujet des fuites du réseau d'eau potable. Je profite pour cette délibération pour énumérer les principales demandes. Est-ce que les fuites ont un impact sur le prix de l'eau? Non, elles ne rentrent pas dans la formule de révision des prix. Est-ce que les fuites ont un impact écologique? Non, puisque l'eau retourne dans son milieu naturel. Est-ce que les fuites impactent les recettes de la commune? Non, puisque le délégataire, en l'occurrence la SEUR, supporte ce manque de recettes. Est-ce que les dégâts occasionnés par les fuites sont à la charge de la commune? Non, les frais sont intégralement à la charge du délégataire. Est-ce que la commune a un mauvais réseau d'eau potable? Non. Le rendement de la commune est de 80,62%, alors que le rendement moyen de l'ensemble des communes en France est de 80%. Et dernière question, qu'en est-il du transfert de la compétence eau? Là, je laisserai Madame le maire répondre à cette question si elle le souhaite. Je vous remercie. Merci François. Alors, tu as évoqué notre rendez-vous du début de semaine avec la SOR. Bien évidemment, on les a reçus ensemble avec les directeurs. Donc, on leur a annoncé très clairement qu'ils auraient la pénalité, qu'ils ne sont pas de l'objectif au bout de 3 ans du contrat. Donc, la pénalité, il faut affiner le calcul, mais elle est hors de 15 000 €. Donc, voilà, ils en sont conscients. Il n'y a pas eu de débat dans ce sens. Moi, je voudrais rajouter que quand même les travaux, déjà que tu as insisté sur les règlements, c'est la SOR qui accuse le fait qu'il y ait certains qui ne payent pas, c'est pas la ville, ça c'est important de le redire, et que nous, tous les travaux sont faits grâce à la taxe de 0,45 € hors taxe du mètre cube que vous voyez, que chacun d'entre nous voyons sur nos factures. On a fait le choix de ne pas augmenter cette taxe voilà, tant qu'on peut, on ne l'augmentera pas. De fait, la facture globale augmente, mais que de 2,02% par rapport à l'inflation. Je pense qu'on n'a pas à rougir. Donc, on est dans la même logique de ne pas augmenter nos tarifs. Je prends l'exemple de la restauration scolaire ou des impôts qu'on a même légèrement baissés. On continue dans cette même logique en maîtrisant les 0,45 € du mètre cube tant qu'on peut le faire et qui nous aide à financer les travaux. Ce qui est important aussi de dire, c'est qu'on a une eau de qualité. On n'a pas une interruption de service qui est quand même... la qualité et l'interruption de service qui est quand même un minimum et qu'on continue d'entretenir notre réseau. Et je vous donnerai mon point de vue une fois tout le débat aura lieu sur la délégation au 1er janvier 2026 et qu'on a fait, dès la première année du contrat, une station d'alerte à Frimbois, justement pour nous alerter en amont de la Meurthe sur la qualité de l'eau, ce qui est, à mon avis, primordial pour nos concitoyens et pour, bien évidemment, toutes les communes à qui on revend de l'eau. Voilà ce que je voulais ajouter par rapport à la présentation de François. Et je pense que si vous avez des questions, on va essayer d'y répondre sur ce dossier très technique. Monsieur, alors, vous avez élevé tous les deux la main en même temps. Monsieur Valois, comment? Ok, on va aller dans l'ordre. Les femmes d'abord. Allez-y. Ouais.
Je pense qu'il faut vous avez... Je pense pardon. François, tu peux éteindre ton micro. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Alors, sur le rapport que vous nous présentez, Monsieur Franier, vous semblez regretter que les recettes soient en baisse alors que la consommation est en baisse. Moi, je pourrais plutôt dire qu'on a tous intérêt à se féliciter qu'il y ait une baisse des consommations, c'est-à-dire alors qu'il y a un tout petit peu plus d'abonnés, vraisemblablement. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire aussi que l'ensemble des usagers du service de l'eau, particuliers, professionnels, administration de notre territoire, eh bien, font attention et un peu plus attention à leur consommation d'eau. C'est une très bonne nouvelle. Et ce qui, par contre, m'interpelle beaucoup, c'est que vous semblez regretter que ça que ça se traduise par une baisse des recettes, alors même que vous étiez, avec votre majorité, vent debout contre l'instauration d'une part fixe sur l'assainissement il y a quelques mois. Donc, il faudra que vous m'expliquiez justement comment on fait, à part regretter que les gens consomment moins d'eau, finalement, comment on fait pour financer un service si systématiquement on est pour l'augmentation des consommations qui se traduiront par des augmentations de recettes. Ça, j'ai vraiment une question là-dessus, philosophique, parce que je pense qu'il y a un vrai point de clivage. Votre position sur ce sujet montre que vraiment, vous ne cherchez pas à faire baisser globalement les consommations d'eau sur le territoire. La deuxième chose, c'est, moi, je m'étrangle, Monsieur Franier, de vous entendre dire et répondre non à la question les fuites ont-elles un impact écologique? Je crois quand même que la Meurthe est un écosystème dans lequel nous prélevons des quantités d'eau considérables qui affectent cet écosystème. Il y a des organismes vivants, utiles pour notre vie à tous sur cette planète, qui vivent dans la Meurthe, et nous prélevons des quantités d'eau considérables pour nos besoins. Tant mieux, sauf que c'est un impact négatif sur le plan écologique d'avoir de l'eau prélevée et qui est gâchée ensuite parce qu'elle s'évacue, non pas dans son milieu naturel, mais dans le réseau bétonné des différents secteurs de la ville. Et dans le fond des rues, le fond du réseau de la ville. C'est pas le milieu naturel, ça. C'est pas le milieu naturel d'où provient l'eau qu'on a prélevée. Et puis, moi, je suis assez surpris aussi de vous entendre fanfaronner une fois de plus sur « Ah oui, on a maîtrisé pour nos concitoyens les coûts que représente la taxe additionnelle sur les investissements que la ville prélève sur chacune des factures d'eau pour les investissements. » Mais en fait, très bien, vous vous donnez les moyens de maîtriser ça, mais du coup, vous obérez les capacités d'investissement pour renouveler le réseau et faire en sorte qu'il soit plus performant, premièrement. Et deuxièmement, si vous vouliez vraiment que l'eau coûte moins cher, il suffisait, au moment où vous en aviez les moyens, de reprendre en régie municipale ce service public essentiel aux Lunévillois. Aujourd'hui, on voit à l'écran que la part de l'exploitant augmente en un an de 4,5%. C'est alors même que cet exploitant, vous le constatez vous-même, ne remplit pas sa part du contrat. Moi, je suis quand même assez étonné que vous agitiez la pénalité de modeste 15 000 euros, alors même que justement vous avez pointé du doigt que votre délégataire ne remplit pas sa part du contrat et qu'il se permet néanmoins d'augmenter sa part annuelle. Il y a quand même un vrai paradoxe. Je crois que vraiment, vous nous avez présenté ça il y a 3 ans maintenant, ou 3 ans et demi, ou même 4 ans, pardon. On était début du mandat, pardon, en juillet 2020, donc ça fait précisément 4 ans. Vous étiez à ce jour-là, particulièrement fier d'avoir négocié le meilleur des contrats possibles et imaginables avec le délégataire, mais en fait, on se retrouve avec une augmentation et un service qui n'est pas rendu correctement. Il faudra vraiment que vous nous expliquiez comment vous avez négocié votre contrat, Madame le maire. Est-ce qu'il y a on répondra globalement. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres questions? Madame, alors, excusez-moi, il y avait Madame Bertozzi, Monsieur L'Huillier, après Benoît Salou.
Mais c'est une toute petite question. Je vois qu'il y a tout un chapitre sur les PFAS. Bon, pour l'instant, il n'est pas encore utile, enfin, il n'est pas encore obligatoire plutôt de les tester. Je voulais savoir si quand même il y avait déjà eu des premières analyses à Lunéville sur cette question des PFAS. Alors, attends, attends, François. Ensuite, Monsieur Lhuillier. Alors, c'est bien parce que au moins, on voit que on souffre pas de différence au Front populaire, notamment sur les services publics nationalisés et sur la desserte en eau, bien essentielle pour nos concitoyens, d'accord? Bien essentielle pour nos concitoyens. Moi, je vais vous poser une question, M. Franier, très technique. Comment vous m'expliquez que vous avez fait 13 branchements qui vous ont coûté 68 500 euros. Ça nous place le branchement à 5 200 euros par branchement. Franchement, dans un service public clairement affiché, 5 200 euros le branchement, sachant qu'on a qu'on payé plus que d'autres, parce que là, vous n'avez pas la péréquation tarifaire. Je voudrais savoir comment vous arrivez pour un branchement d'eau à 5 200 balles par personne. Franchement, même s'il y a une fouille, même s'il y a une pelleteuse, même s'il faut tirer 20 mètres de PE, 5 200 balles, franchement, c'est chaud. Alors, je vais vous dire, dans un service public, ça nous coûtera jamais ça. Jamais. Je vous le dis clairement, impossible. On serait à 520 euros, on serait pas à 5 200. C'est la question. Alors, il y avait Benoît Tallot. Il faudrait que vous éteigniez votre micro, Monsieur Lhuillier, pour que... Le micro. Éteignez... Voilà. Alors, moi, j'ai pas en tête les termes exacts. Attends, laissez Benoît se parler. Et si tu veux reprendre la parole, Pascal, vas-y. Non. Non, c'est... Non. Donc, je n'ai pas mémorisé les termes du contrat avec la SOR, mais benoîtement, je croyais que l'entretien du réseau était à la charge de la SOR. Or, j'ai vu que la ville a payé le remplacement de conduite. Donc, je suis étonné, mais encore une fois, je ne me souviens pas exact des termes du contrat. Alors, corollaire, c'est quelle est la clause qui est à l'origine des pénalités, précisément, que la SOR va devoir verser à la ville de l'ordre de 15 000 euros, si j'ai bien compris. Et je ferai une petite remarque d'ordre écologique. Là, je remets ma casquette assainissement. On a réfléchi à une réutilisation des eaux de sortie de stations d'épuration. Pour l'arrosage, par exemple, des plantes, pour le lavage des voitures, donc alimenter les stations de lavage. Donc, je ne vais pas m'étendre sur la liste des utilisations potentielles, elles sont nombreuses. Mais en poussant le principe jusqu'à son terme, on arrive vite à une limite. Si on prélève 1 million de mètres cubes dans la Meurthe et qu'on ne les rejette pas, qu'on en rejette moins, la ville en aval, elle va avoir une alimentation en eau diminuée. Donc attention, je dirais, aux fausses bonnes idées. Il y a un équilibre qui doit être retrouvé entre le prélèvement et le rejet. Et c'est vrai que les eaux qui sont passées par l'usine, qui sont perdues dans les fuites, nous posent problème. Certes, ça rejoint le milieu naturel au bout d'un certain temps. Mais c'est de l'eau qui est prélevée dans la Meurthe, elle ne rejoint pas automatiquement la Meurthe. J'ai un puits chez moi qui descend à 7-8 mètres de profondeur, dont je ne me sers que très rarement. Qui est déclaré, j'espère. Non, il n'est pas déclaré. Parce que je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas fait la démarche.
Peut-être que l'ancien propriétaire qui a construit la maison au 18e, lui, l'a déclaré. Moi, je ne l'ai jamais fait. C'est plus des emmerdements qu'autre chose, d'avoir un puits dans sa cave. Bon, ça n'a jamais débordé, mais voilà. Donc, à chaque fois, c'est un équilibre et chaque mètre cube prélevé, c'est un mètre cube qui risque de manquer. J'attire votre attention sur la nécessité de retrouver un équilibre dans ce qu'on prélève et ce qu'on rejette. Voilà. Merci Benoît. Il faut que tu éteignes ton micro pour que je donne la parole Ah oui. à Ludovic Chaumet qui doit intervenir aussi. Merci, Madame le maire. Moi, je vais répondre à Pascal Huillier. Parce que niveau travaux publics, je me connais là-dedans. Si je ne me trompe pas, la métropole de Nancy gère l'eau. Non, mais attendez, je vous explique. Écoutez-moi avant de lever les bras. Voilà, la métropole de Nancy a la délégation de l'eau. Tous les travaux de branchement de la métropole de Nancy sont faits par des entreprises privées. Elles ne sont pas faites par les services de la métropole. Si, vous comprenez pas pourquoi ça coûte 5 000 €. Et que si on passerait en délégation de service public, ça coûterait moins cher. Ah si, c'est ce que vous avez dit. Vous avez clairement dit que ça coûtait trop cher en passant. Mais même en délégation de service public. Mais vous croyez quoi? Mais alors vous vous défendez qu'il faut augmenter les salaires à 1 600 € le SMIC, parce que c'est un peu votre idéologie. 1 800, encore mieux. Mais à côté de ça, les gens, faut bien les payer. Le matériel, faut bien le payer. Alors, avant de nous donner des grandes leçons de morale, parce que ça, la gauche sait très bien le faire, regardez déjà les collectivités que vous gérez et appliquez vos politiques dans vos collectivités avant de nous donner des leçons. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions? Jacques Lamblin veut intervenir. Oui, je veux bien intervenir parce que c'est un sujet qui est très important, l'eau, et très honnêtement, je ne m'attendais pas à cette avalanche de contestations sur ce sujet qui me semble assez satisfaisant. Tellement satisfaisant que je le rappelle, j'ai une petite ancienneté, je crois me souvenir que pendant 12 ans, il y a eu un maire socialiste, dans les 40 dernières années. Quand il est arrivé à la mairie, il y avait une délégation de service public, il y avait une entreprise, c'était Veolia à l'époque, et en 12 ans, il y a eu un renouvellement du contrat, il y a eu un appel d'offres. L'occasion était rêvée de passer à un retour à la gestion publique. Eh bien, ça n'a pas été fait. Alors, dans le fond, on se dit qu'il y avait sans doute dans cette municipalité des personnes qui avaient autant de bon sens que nous et qui ont pensé que c'était mieux de préférer le système de la délégation de service public. Voilà, ça c'est juste pour vous mettre en forme. Maintenant, on va entrer dans les détails. Premièrement, il a été soigneusement précisé par François que le prix, c'est d'ailleurs encore affiché, le prix de la facture globale pour nos concitoyens, parce que c'est ça qui compte, ça augmente de 2% sur l'année 2023, sachant que l'inflation, elle était considérée dans les 4 ou 5%. Donc, à Lunéville, l'eau a augmenté de moitié de l'inflation en 2023. C'est ça que je retiens, moi. Et c'est ça que vous essayez de faire oublier à nos concitoyens avec un certain nombre de contestations. Parmi les contestations, il y a cette affaire de l'eau qui repart dans la nature. Alors j'ai quand même regardé quelques éléments, très rapidement, parce que j'ai essayé de voir ça. Bon, c'est vrai qu'il repart à peu près 100 000 mètres cubes par le fait qu'il y a des fuites. Premièrement, je précise que le réseau de Lunéville est bien supérieur en qualité à la plupart des réseaux de Lorraine. Il y a une commune qui n'est pas très loin d'ici où le réseau est fuyard à près de 50%. Et une commune importante. Voilà, donc nous, on est à 82% 84, pardon.
84% de rendement. Hein. Et il y a des communes qui sont à moins de 60% de rendement. Je ne sais pas si vous voyez. Bon, ben, ceci étant, comparaison n'est pas raison. Alors après, pour l'essentiel, qu'est-ce que c'est que l'eau à Lunéville? On la prend dans la Meurthe, on la consomme, elle termine dans le réseau d'égouts, elle passe par la station d'épuration et elle est remise dans la Meurthe. Donc la consommation d'eau à Lunéville, c'est jamais qu'une dérivation avant que ça reparte dans la Meurthe. Deuxièmement, il y a la fuite. L'eau descend, comme vous le disiez, à juste titre, elle quitte le réseau, elle s'infiltre, et puis elle descend lentement dans la nappe phréatique, qu'on le veuille ou pas. Hein. Donc, ça relativise quand même le problème. Après, quand même, 1 million de mètres cubes, c'est pas rien. J'ai fait un petit calcul assez rapide. Ça fait à peu près... on pompe 100 mètres cubes à l'heure, à peu près. À l'heure, en moyenne. En moyenne. Vous savez combien la Meurthe, quel est le débit de la Meurthe? 41 mètres cubes seconde. Seconde. C'est-à-dire, non, seconde. Le débit de la Meurthe. C'est-à-dire il s'écoule 150 000 mètres cubes par heure. Hein. Comment? Non, mais sur l'année. Moi, je donne le débit moyen. Ce que je veux vous dire, c'est que le prélèvement, il est très faible. Et je répète, c'est pas un prélèvement, c'est une dérivation qui est rendue à la Meurthe. Et la seule partie qui n'est pas rendue, elle descend dans la nappe phréatique. Donc c'est plutôt, à mon avis, un bénéfice, dans le fond, hein, qu'une perte. J'ajoute que la Lorraine, c'est pas la Côte d'Azur, c'est pas la vallée du... Oui, la Côte d'Azur, on va dire. C'est-à-dire la ressource en eau ici, hein, on n'a pas le même problème que dans d'autres territoires, évidemment, hein, de toute évidence. Donc il faut quand même aussi prendre les choses. Alors, c'est vrai que c'est mieux de ne pas consommer et gaspiller parce que, oui, il vaut mieux avoir un esprit d'épargne, d'une façon générale, d'épargner la ressource, mais toutes les ressources d'ailleurs, hein, pas seulement celle-là. Et donc sur ce plan, je ne peux pas contester que c'est une bonne chose d'essayer d'économiser le volume d'eau que l'on consomme, mais il ne faut pas en exagérer l'impact écologique. C'est ce que je voulais vous dire. Et j'ajoute enfin que les 41 mètres cubes secondes qui sont dans la Meurthe, eh bien, je ne sais pas à quelle vitesse ça avance, mais disons 24 à 48 heures après, c'est dans la mer du Nord, si je ne m'abuse, qu'elle se retrouve l'eau. Bah oui, la Meurthe, la Moselle, le Rhin et la mer du Nord. Donc l'eau, de toute façon, elle s'en va. C'est pas parce qu'on l'épargne, nous, que c'est mieux sur le principe de l'épargner, mais ça change absolument rien pour les réserves d'eau, pour nos concitoyens situés en aval. Comment? Hein? Non, puisque c'est 1 pour 1000 de le volume qu'on prélève. C'est 1 pour 1000. Ben, voilà. Moi, je vous dis ça. Je pense qu'il faut relativiser les choses. Je dis pas qu'il faut ne rien faire, mais assurément, ce que vous présentez comme un maelstrom écologique, non, faut pas exagérer. Il faut garder mesure. Pour moi, ce qui compte, c'est qu'on a un réseau qui est de qualité. Les Lunévillois payent une eau plutôt moins chère que partout ailleurs, et en plus, ça n'augmente pas dans des proportions désagréables, on va dire. Voilà ce que je voulais dire. Catherine Laurin veut parler d'une question technique, et après, je donne la parole à Stéphane Dupuis. Oui, en fait, je vous entends tous parler d'infiltration d'eau, d'aller rejoindre la nappe phréatique, mais il y a toute la végétation qui sert avant que l'eau n'atteigne la nappe phréatique. Et vu les volumes que Jacques Lamblin nous a calculés, croyez-moi, il y en a vraiment une partie infime qui a le temps de rejoindre la nappe phréatique. C'est d'abord la végétation qui se sert.
Bah, les fuites dans le réseau, une fuite dans le réseau, c'est quelque chose qui part dans la terre. Autour du réseau, c'est-à-dire autour du tuyau, il y a la terre. Et donc, quelque part, ça alimente la végétation qui se trouve autour. Alors, je veux bien qu'en plein centre-ville, il y en a peut-être une petite partie qui ne va pas s'écouler, qui ne va pas être utilisée par la végétation, mais je suis certaine que la plus grande partie de l'eau qui s'échappe de nos réseaux est utilisée bien avant qu'elle n'ait le temps de rejoindre la nappe phréatique. Alors, Stéphane de Cugis veut prendre la parole. J'ai juste 2-3 remarques. La première, c'est que j'entends vos réflexions, elles sont normales, hein, mais c'est la réflexion d'un pays riche. En Inde, ils ne se posent pas ce type de questions-là. La problématique, c'est de donner à boire aux gens. Ici, à Lunéville, on apporte de l'eau saine aux gens. Et c'est vrai qu'il y a des fuites, et les fuites, elles sont incontournablement... on ne pourra pas toutes les empêcher. Donc le contrat, il me semble, qu'il prévoit ce type de choses-là. C'est-à-dire qu'on donne un objectif dans le contrat pour qu'il y en ait le minimum possible. Ensuite, l'eau qui est rejetée dans le milieu, ce n'est pas de l'eau souillée, c'est de l'eau qui est saine. Donc elle prend un certain temps, elle va dans les végétaux, j'avais relevé ça, elle prend un certain temps à s'évacuer, mais c'est de l'eau saine, ce n'est pas de l'eau souillée. Je pense que si on parle de problématiques liées à l'eau, on va parler de l'eau de ruissellement, parce que l'eau de pluie, quand elle tombe, je pense qu'elle souille beaucoup plus les nappes phréatiques et les réseaux au regard de ce qu'elle peut entraîner et ce qu'elle peut générer. Et je peux vous le dire, parce qu'en tant que dans des villes d'eau comme Vichy, attendez, je finis, dans des villes d'eau comme Vichy, il y a 3 ans de ça, on n'a pas pu nager parce que suite à un orage, le bassin était complètement pollué. D'accord? Mais c'est pas l'eau de Lunéville qui gère le problème là. Après, entre le choix entre les animaux qui sont quand même pas trop impactés et le fait d'amener de l'eau aux gens, je veux dire, la ressource, elle est présente, donc ça pose pas trop de problèmes. Je vois pas, moi j'ai du mal à détecter pourquoi autant d'animosité sur le truc de l'eau. L'eau, elle est plutôt à un tarif modéré sur Lunéville. Les taxes sur lesquelles on a la main, elles augmentent pas forcément, elles augmentent pas. Et ensuite, de l'eau qui est rejetée, il y en a, mais je veux dire, quelqu'un qui nettoie sa voiture chez lui, bien que ce soit interdit, il y a des gens qui le font, elles vont beaucoup plus souiller la nappe phréatique que l'eau qui va s'évacuer, de tuyaux qui, voilà. Et la voirie, elle est entretenue. Il me semble avoir entendu que tous les 20 ans, on refaisait tout. Ah. Donc, je vois pas où il est vraiment le problème. À part poser un problème. Merci, Non, mais c'est vrai, je vois pas trop. merci Stéphane. Alors, Monsieur L'Huillier, il y a Ludovic Chaumet qui voulait réintervenir. Alors, Monsieur L'Huillier, je vous entends pas là. Il veut pas parler avant parce qu'après. Non, c'est vous qui parlez avant. Non mais moi j'en ai ras-le-bol de l'eau. Hein. Je vous dis franchement, bon, il y en a trop de l'eau. Hein. Parce que là, il y en a partout, hein, tout déborde. Hein. Alors, à un moment, ça ce qu'on dit, quoi. Ça ce qu'on dit. La flotte, on n'en manque pas, là. Hein. Je peux vous dire que moi, s'il y avait un peu de soleil, ça m'arrangerait bien. Hein. Parce que là, les nappes phréatiques, elles sont complètes. L'année dernière, on a subi quand même la sécheresse. Cette année, l'eau, depuis le 15 novembre, ça n'a pas arrêté. Alors, on en a. Alors, le débat sur l'eau, non, mais le débat sur l'eau, moi, c'est pas tant le débat de la quantité de ce qu'on pollue ou de ce qu'on pollue pas. Bien sûr, effectivement, il y a l'impact de l'homme par rapport au règne animal. Oui, j'en prends conscience et c'est compliqué. Maintenant, derrière, l'eau, en fait, c'est un bien commun. C'est un bien collectif, c'est un besoin important pour chaque individu. Moi, ce qui me gêne, c'est pas tant l'eau, c'est comment on la gère. C'est comment on la gère. Et comment on la gère aujourd'hui, il n'y a pas de problème pour aujourd'hui contre Exéville, Vittel et Vian, qui sont en procès aujourd'hui, qui sont en procès sur comment on gère l'eau et comment ils ont mis aujourd'hui des agents dans l'eau pour pouvoir la vendre en bouteille plastique. Ça me gêne énormément. Deuxième sujet, l'eau. Une fois qu'elle arrive à nos robinets, je suis assez d'accord avec Jacques. Elle retourne dans le naturel. Sauf que entre le moment où on la reçoit de la Meurthe et le deuxième moment où on la distribue ou alors qu'elle retourne, il y a un intermédiaire qui me gêne. C'est l'actionnariat. L'actionnariat me gêne. On est quand même bien plus
serein par rapport à nos concitoyens quand c'est la collectivité qui gère. Si c'est pas la collectivité qui gère, forcément, on subit des prix dont on ne maîtrise plus le tenant et les aboutissants. Et voilà pourquoi on en est là. Quand on était dans la collectivité et la gestion, et ça va être pire. Ça va être pire, parce que je vous rappelle qu'en 2025, c'est les collectivités, c'est CTLB qui va gérer l'eau. Ce sera même plus la municipalité, Madame le maire. Donc on n'aura même plus le débat là ici. Donc, moi, ce qui me gêne, c'est l'intermédiaire sur un bien commun qui appartient à tous et qui doit être commun à tous sans qu'il y ait des actionnaires qui se servent au passage. Bien, Monsieur L'Huillier, on a bien compris. Monsieur L'Huillier, éteignez votre micro. Il y a Monsieur Valois qui voulait réintervenir. Bon, c'est moi qui mène le débat, donc Monsieur Valois, allez-y. Oui, mais je vais lui donner. Allez-y, Monsieur Valois. Moi, je voulais réagir effectivement à ce que j'ai entendu, puisque il semble que ma première intervention n'ait pas été bien comprise. Pour moi, le sujet de l'enjeu écologique, c'est un sujet important. On en a déjà bien débattu. Je m'étranglais d'entendre M. Franier dire que ça n'avait pas d'impact écologique. Je pense avoir contribué à ce qu'on entende tous autour de la table qu'il y avait quand même un impact écologique. C'est dit. Le problème, pour moi, le plus important, sur lequel j'aimerais vraiment vous entendre, et en réponse, pour que ma question initiale ne soit pas noyée dans la discussion, c'est on a aujourd'hui une gestion par un privé qui augmente sa part de 4,5%, donc il va gagner 4,5%, il a gagné 4,5% de plus en 2023 qu'en 2022, alors qu'il n'a pas rempli sa part du contrat. Ça, c'est quand même un vrai sujet. Premier point. Deuxième point, j'aimerais comprendre comment votre majorité compte-t-elle envisager la gestion et l'entretien correct, durable, qualitatif d'un réseau comme celui-là sur un modèle de contrat où il faut que chaque année, on consomme plus pour que les recettes augmentent. Et comment on gère la diminution tendancielle et souhaitable de la consommation en eau sans instaurer une part fixe sur le service. Part fixe, je le redis, parce que je pense que tout le monde n'a pas forcément bien en tête, que vous avez voté contre l'instauration de cette part fixe. Dans le débat que nous avions sur le même sujet lié à l'eau de l'assainissement cette fois, qui est exactement dans la même problématique. Si on consomme moins d'eau, on a nécessairement des coûts d'entretien du réseau, une maintenance à assurer, et les recettes en face vont diminuer si on consomme moins d'eau. Expliquez-moi, merci, s'il vous plaît. Alors, Ludovic Chaumet voulait prendre la parole. Alors, moi, je vais encore parler de technique à M. Valois. Il faudrait que vous alliez voir déjà les ouvriers, comme vous devez les défendre, hein, comme vous êtes une personne de gauche. Allez voir déjà les gens du BTP, quand ils font un réseau d'eau. Sous le réseau d'eau, c'est de la terre et du sable sur la conduite. Il n'y a pas de macadam, rien du tout. Ça veut dire que s'il y a une fuite, l'eau, elle descend. Mais il faudrait aller voir les ouvriers pour pouvoir voir ça. Alors, c'est bien, monsieur. Il y a Jacques Lemblin, tu avais relevé la main. Oui, c'était pour compléter ce que j'ai dit auparavant. Par rapport à l'impact environnemental, bon, je pense que les réponses qu'on a données les uns et les autres démontrent, les chiffres à l'appui, que l'impact environnemental de la consommation d'eau ici est à peu près nul, hein, sur le plan négatif. Donc, autant le sujet de l'environnement, c'est un vrai problème, incontestablement, c'est une préoccupation. Moi, il me semble que sur un territoire, pas seulement Lunéville, mais au-delà, c'est davantage la préservation des zones humides qui est importante, qui est intéressante sur le plan faunistique et sur le plan de la flore. Ça, c'est très important, extrêmement important. Et je pense qu'on mène des combats par rapport à l'eau sur un territoire, oui, mais celui-là, c'est pas un bon combat. En revanche,
des sujets comme celui que j'évoque, mais je ne veux pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, hein, me semble beaucoup plus intéressant. Alors, merci, merci Jacques. Frédéric Bréjard voulait intervenir. Oui, simplement une petite remarque très courte sur la gestion du réseau. J'entends dire que la régie aurait des incidences salvatrices sur les coûts, etc. Jusqu'à preuve du contraire, me semble-t-il. Je ne suis pas sûr que les communes ou les collectivités qui sont sous régie aient des tarifs de l'eau moindres que ceux des villes. Il faudra me le prouver. En tout cas, ce que je peux être sûr, c'est que quelques communes ou intercos qui sont proches ont un coût de l'eau en régie supérieur à celui de la ville de Lunay. Alors, Madame Bertozzi, puis après, je pense que le débat est bien, a été actif, hein, et on va répondre aux questions. Mais allez-y. C'est bien si si vous vous y avez une répondez. question. Alors moi, parce que Non, je mais voulais allez-y, dire que si je vous n'avais avez pas une- eu de réponse quant aux PFAS. Ah ben non, mais on n'a pas répondu aux Et questions. j'avais l'impression que M. Franier ne savait pas ce que c'était des PFAS, alors ça m'embête un petit peu. Et sinon, oui, la question, je crois que vous ne répondez pas à cette question, qui est qu'il faut que les Lunévillois consomment, c'est clair, hein, consomment plus d'eau pour financer le réseau ou pas? Il n'y a pas eu de réponse de fait, ni de François Franier, ni de moi jusque-là. Donc, on a noté vos questions, les remarques des uns et des autres, et on va y répondre. Donc, François Franier va démarrer et je compléterai. Ouais, merci, Comme Madame le c'est maire. à notre habitude. Alors, ne soyez pas désolés, hein, mais je ne suis pas biologiste, donc toutes ces questions de spécificité, non, mais tout ce qui est Madame, spécificité, laissez-le parler. c'est pas de mon domaine, donc je vous répondrai plus tard, mais pas aujourd'hui. Bah, désolé, hein, chacun sa spécialité. Hein. Si c'est la vôtre, c'est pas la mienne. Bon, bah là, d'accord. Concernant Monsieur Lhuillier, les travaux, ils sont à la charge de la commune. Tous les travaux sur le réseau d'eau sont à la charge de la commune, et ça passe par un appel d'offres. Donc c'est le résultat de l'appel d'offres qui nous donne les travaux, dont vous faites partie. D'accord. Ensuite, la pollution, alors, c'est quand même une autre surface, c'est pas une autre profondeur qu'on prélève dans la Meurthe. Hein. Je précise quand même. Je ne suis pas désolé du manque de recettes, c'est pas vrai, c'est un constat. J'ai signalé que c'était un constat qu'on faisait. Voilà, et puis je vous répondrai ultérieurement. Alors, madame, moi, je vais pour, répondre à Madame Bertozzi. Les PFAS, c'est obligatoire au 1er janvier 2026. Donc, jusque-là, on fait toutes les analyses de pesticides. D'ailleurs, la SOR est contrôlée par l'ARS, hein, qu'on soit clair. Et les PFAS, c'est obligatoire au 1er janvier 2026. Donc, bien évidemment, la SOR va s'organiser et nous en a déjà parlé, lors de différents entretiens où ils vont s'organiser pour faire ces analyses pour qu'on soit conforme à la réglementation. Mais c'est obligatoire dans 18 mois, juste aujourd'hui. Alors, concernant, moi je vais compléter, je voudrais quand même rappeler quelques chiffres, parce que c'est important. À Lunéville, il y a plus de 91 km de réseau. C'est important de le rappeler. Des tuyaux, donc sur les 91 km, des tuyaux de 6 mètres. Donc, ce qui veut dire qu'il y a plus de 15 000 tuyaux. Et donc, quand on relie les tuyaux, à chaque fois, il y a des... Alors, je ne suis pas non plus une technicienne, hein, mais j'imagine qu'il y a des joints, et donc avec un risque de fuite et de perte dans les raccords. Il y a 5 469 compteurs qui, à eux seuls, ont 11 000 raccords. Idem, dans les raccords, il peut également y avoir quelques endroits de fuite. Et les compteurs, en France, ont une tolérance déjà de 2 à 3% de fuite. Donc, ce qui veut dire que, naturellement, quoi qu'on fasse, il y aura toujours un petit peu de fuite. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. En plus, le taux de rendement peut considérer effectivement qu'il n'est pas dans l'objectif, et d'ailleurs, il n'est pas dans l'objectif, c'est ce qu'on a rappelé à la SOR cette semaine. Sur une ville de notre strate, la moyenne que l'État exige est de 71,60%. Donc, je vous rappelle, de rendement. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on est autour de 85%. Donc, ce qui veut dire que notre réseau est entretenu, plutôt bien entretenu,
et ce depuis des années. D'ailleurs, le réseau de Lunéville a toujours été bien entretenu. On n'a jamais contesté ce fait qu'on est arrivé aux affaires en 2008. Concernant la part fixe de 40 €, et qui a d'ailleurs été augmentée, effectivement, moi j'assume, hein, moi j'ai pas voté pour les 40 € de part fixe d'assainissement, parce que j'estimais que quelle que soit la consommation du foyer, c'est-à-dire une personne seule paye les 40 € et un couple de 2 plus 2 enfants paye également les 40 €. Et moi, je trouvais que c'était socialement compliqué, entre autres pour des retraités qui vivent seuls, qui ont peu de moyens, on parle beaucoup de femmes seules avec enfants, et je trouvais qu'elles payaient la même chose, que ces personnes payaient la même chose en part fixe que quelqu'un qui a un foyer plus important. Donc moi, j'assume complètement, j'ai voté contre ce... Et d'ailleurs, le débat avait eu lieu en réunion des maires, j'étais pas d'accord sur le principe. Après, la majorité l'a voté, moi je reviens pas là-dessus. Et donc, concernant les travaux qu'on fait et qu'on entretient notre réseau, qu'on a mis presque 369 000 € hors taxe de travaux en 2023, ça veut dire qu'il y a des travaux qui sont faits régulièrement. Et d'ailleurs, j'ai toujours dit que malgré, on y reviendra plus tard, la perte de la compétence de l'eau au 1er janvier 2026, on rendra un réseau propre. On ne fera pas, on continuera à travailler proprement. Et donc, ces 300, allez, je vais arrondir à 370 000 € hors taxe de travaux sont faits dans le cadre du contrat par les 0,45 de taxes qu'on a fait le choix de ne pas augmenter. C'est un choix. Et je l'ai dit en présentation, Monsieur Valois, donc il faut tout écouter, que pour le moment, ça nous permettait de réaliser notre part de travaux. Pour le moment. Voilà. Et donc, tant que ça nous permet de réaliser notre part de travaux, on n'augmentera pas cette part. Je ne dis pas qu'elle n'augmentera pas un jour, si on est encore responsable du dossier de l'eau, mais en attendant, tant qu'on peut faire un budget avec l'équilibre, avec ces 0,45 € hors taxe du mètre cube, on le fera. Je ne dis pas que ça sera éternel, mais en tout cas, on le fera. Sur le mode de calcul de la clause, c'est Benoît Talot qui avait posé la question, sur le calcul de pénalité. J'ai pas le chapitre dans le contrat, mais vous avez tous eu le contrat quand on a voté la délibération de la délégation. On la recherchera et on vous la communiquera. Sincèrement, de tête, je peux pas vous donner la clause du contrat, mais on la retrouvera et on vous l'enverra. Concernant les tarifs en régie, alors, Frédéric a amorcé le sujet. Moi, j'ai cherché les tarifs des communes environnantes et voir plus loin. Le Grand Nancy, Monsieur L'Huillier, le Grand Nancy qui est en régie, c'est 1,82 le mètre cube. Ils sont en régie. Chanteux qui est en régie, ils ont 1,70 € du mètre cube. Donc, je vous rappelle qu'on est en dessous. Et puis, je vous dis d'autres pour que vous ayez les tarifs un peu des communes et proches et plus lointaines. Toul, qui est en communauté de communes depuis plusieurs années, le tarif est à 2,03. L'Euromontagne, alors là, ils ont un vrai souci. Vous allez à la MAD, vous payez, entre autres, l'Euromontagne, 3,92 € du mètre cube. Moncel et Lunéville, à côté, 1,53. Donc, ce qui veut dire que nous, ville de Lunéville, on est... alors, certains sont en régie, d'autres pas. Ce dont je suis sûre, c'est Chanteux et Nancy sont en régie. Ce qui veut dire que à Lunéville, on paye l'eau globalement moins cher. Après, vous allez me trouver un exemple au bout de la France où c'est moins cher, mais ok. Mais globalement moins cher que ailleurs sur le secteur proche. Donc, je pense qu'on est pas si mal que ça, malgré les formules de révision. Parce que s'ils sont pas, comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'Assor entreprise capitaliste n'a pas pris 4,51% de plus de bénéfices. Ils ont des charges d'électricité en plus, ils ont des charges de personnel en plus, et
Oui, d'électricité. Donc, De l'énergie. donc, du coup, attendez, je vais, monsieur L'Huillier, monsieur L'Huillier, monsieur L'Huillier, monsieur L'Huillier, monsieur L'Huillier, monsieur L'Huillier, c'est bon. Je pense que monsieur Lamblin a bien compris. Néanmoins, monsieur L'Huillier, calmez-vous. Donc, pour faire simple, je continue. Donc, juste les 4,51% de la part de l'exploitant, ils ont subi, comme toutes les entreprises et comme tout le monde aujourd'hui, différentes augmentations, et ce n'est pas 4,51% de marge nette en plus pour eux. Par contre, n'oublions pas que la facture globale pour les Lunévillois augmente, c'est clair, mais de 2,02% de par ce que je viens de vous expliquer. Voilà, je pense que j'ai répondu à toutes les questions que vous aviez posées, et le débat est terminé. Donc, du coup, François, je vais te faire lire les délibérations. Avant de continuer, il y a aussi une présentation de l'agence de l'eau qui nous ont envoyé. Oui, ok. Donc, comme vous savez, les recettes, 75% des recettes proviennent des taxes et de l'eau et de l'assainissement, et les dépenses, pour 80%, retournent aux collectivités afin de les accompagner, notamment à Lunéville, pour tout ce qui est désimperméabilisation des sols, cours d'école et places de parking, entre autres. Donc, vous pouvez monter un peu, s'il vous plaît, merci. Donc ici, vous avez les recettes pour 100 €. Vous avez en rouge tout ce qui a baissé et en vert tout ce qui a augmenté. Et les écritures en rouge sont les tarifs de 2022. Et pareil pour les interventions. Donc on voit qu'il y a deux aides qui ont baissé et tout le reste a augmenté. Et en petit, tout en dessous, vous avez la somme de 180,2 millions qui ont été alloués aux collectivités. Merci François. Donc je lis la première délibération, Madame le maire. Oui. C'est un acte en plus. Pardon ? Vas-y. Donc, projet de délibération. Le conseil municipal, après avis de sa commission consultative des services publics locaux, après avis de sa commission développement et aménagement de la ville, prend acte de ces deux rapports pour l'année 2023 des délégataires de la gestion du service public de l'eau et s'engage à les tenir à disposition du public. Deuxième délibération. Donc, attends. Donc là, on prend acte. On est d'accord. D'accord. OK. Deuxième délibération. Projet de délibération, le conseil municipal, après avis de sa commission consultative des services publics locaux, après avis de sa commission développement et aménagement de la ville, prend acte du rapport annuel 2023 sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable, tel que présenté, et s'engage à le tenir à disposition du public. Merci François. Avant de te redonner la parole sur la délibération suivante, moi je voudrais revenir sur le 1er janvier 2026. Dans l'état de la loi aujourd'hui, la compétence eau échappera aux communes, échappera aux communes. Donc, vous l'avez abordé, Monsieur L'Huillier, mais je tiens à le redire. La ville de Lunéville, donc le conseil municipal, ne maîtrisera plus ni les travaux effectués, ni le tarif de l'eau. Moi, je l'ai toujours dit. Voilà, c'est clair. Moi, je suis contre cette loi, mais moi, je suis républicaine. Donc, on n'aura pas le choix que de l'appliquer si la loi ne change pas aujourd'hui. Je suis contre. Pourquoi ? Déjà parce que c'est une compétence importante. Aujourd'hui, on maîtrise les travaux, on maîtrise le coût.
Demain, c'est quelque chose qui échappera à notre collectivité. Donc, je trouve ça vraiment regrettable. On se rend compte que, en plus, toutes les communes ne sont pas enfin, à la même enseigne. Moi, je cherche le terme au même niveau, pardon, au même niveau. Donc, ce qui veut dire que la ville de Lunéville, et peut-être d'autres communes aussi d'ailleurs, hein, mais moi, je suis là pour défendre la ville de Lunéville, on pourra très certainement être pénalisé dans le tarif, mais également dans l'organisation des travaux. Voilà. Et par principe, je pense que aujourd'hui, enlever des compétences aux collectivités locales que sont la commune est une erreur. Donc, je le dis et le redis. Je dois dire que j'ai tout essayé. J'ai même eu la chance de rencontrer le président du Sénat il y a 1 an, à Manonvillers, avec le maire de Manonvillers, qui venait pour autre chose, mais on a eu la chance de le rencontrer pendant 10 minutes, presque privé. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, le Sénat avait fait une proposition à l'Assemblée pour modifier les choses. Le texte devait être étudié à l'Assemblée le 13 juin. Avec la dissolution de l'Assemblée le 9 juin au soir, aujourd'hui, je ne peux pas vous en dire plus. Voilà ce que je voulais juste en remarque vous dire. C'est ma remarque. Le débat était clos, Monsieur Valois. Donc moi, je voulais dire un mot. Dites un mot. Un mot quand même. Un mot. Merci. Merci. Je crois quand même utile de rappeler à l'ensemble des personnes qui éventuellement suivent ce conseil municipal par ailleurs qu'on a dans cette assemblée aujourd'hui 24 membres de votre majorité qui siègent à la communauté de communes du territoire de Lunéville-la-Baccarat. Notre groupe y siège également avec 5 membres. Donc il y a 29 délégués de la ville de Lunéville, ce qui est une très grosse majorité relative, mais majorité néanmoins au conseil communautaire, que d'éminents membres de votre majorité sont vice-présidents, certains même en charge des sujets liés presque à l'eau, puisqu'on parle d'assainissement. Donc moi j'ai du mal à comprendre pourquoi à ce point vous regardez l'intercommunalité comme une chose à part et complètement annexe à ce que vous faites, ce que vous êtes et la manière dont vous gérez la ville. Il y a des liens intrinsèques et vous êtes directement concernés. Donc vous avez tout pouvoir au sein du conseil communautaire avec le débat démocratique nécessaire dans une assemblée pour faire passer un certain nombre de messages et vos vues quant à la manière de gérer demain l'eau en régie peut-être communautaire lorsqu'il s'agira de reprendre la compétence au 1er janvier 2026. Ma remarque n'avait rien à voir avec la communauté de communes, mais avec la loi, Monsieur Valois. J'ai parlé de la loi, j'ai parlé du Sénat, j'ai parlé du texte qui aurait dû être réétudié le 13 juin à l'Assemblée nationale. Je n'ai pas du tout évoqué la communauté de communes. J'ai parlé de la loi. Cette loi, je n'y adhère pas, mais voilà, on l'appliquera et je vous garantis que j'espère que vous serez avec moi, comme l'ensemble des élus qui siègent à la communauté de communes, parce que je ne suis pas la seule. Le tour de table des maires, il y a 18 mois, on était tous contre cette délégation, et le président aussi d'ailleurs, je tiens à le dire, mais tout le monde est comme nous, on respecte la loi. Voilà. Alors, il y a Benoît Tallot qui voulait parler, puis après Jacques Lampe. Benoît Tallot. Les arguments, Catherine, sur la loi sont tous recevables et je serais prêt à les partager, sauf un. Je t'invite à réécouter la bande. J'estime que tu n'as pas été fair-play. Dans tes propos, tu as mis en cause la qualité du service de la CCTLB quant à l'assainissement. Tu as dit les services de la ville et la gestion de l'eau est parfaite. Et je ne sais pas comment tu l'as formulé, je n'ai plus en tête la mémoire, mais j'ai clairement eu l'impression que tu mettais en cause la qualité des services de la CCTLB. Et franchement, tous les autres arguments étaient largement suffisants. Celui-là était superfétatoire. Tu aurais pu t'abstenir.
Alors, je suis désolée, mais je n'ai pas parlé de l'assainissement. Donc, j'en ai absolument pas parlé. Donc, voilà, on s'est mal compris. Je n'ai pas parlé de l'assainissement. Allez. Alors, Jacques Lamblin. Je veux simplement dire que je te suis parfaitement dans cette démarche, comme tous les conseillers de Lunéville et comme beaucoup de maires. Je crois que c'est quasiment, c'est plus qu'une erreur, hein, de retirer méthodiquement la substance des communes. On est bien placé pour savoir, avec toutes les crises qu'on a vécues depuis des années, que souvent, la commune est en première ligne et c'est elle qui trouve les solutions immédiates, presque toujours. Alors si les maires et les conseils municipaux, demain, n'ont plus à faire que les chiens crevés, comme on dit, eh bien, il n'y aura plus de candidats pour devenir maire. Hein. Et ça, on se rend pas compte de l'erreur qu'il y a à s'en prendre, à vider de sa substance les communes. Et je crois que là, politiquement, il y a une erreur fondamentale au départ, au niveau de ceux qui imaginent et font voter ce type de loi, très clairement. Et donc, je m'associe totalement à ta démarche. C'est pas une démarche d'hostilité par rapport à la CCTLB, c'est tout simplement un principe. Le principe, c'est la commune est la cellule de base de notre société, et pour cela, elle doit être préservée, soutenue et organisée dans la meilleure façon possible. Bien, donc on avait pris acte. Donc maintenant, c'est la délibération suivante pour la distribution publique du gaz naturel. Là. François. Mets ton micro. La redevance d'occupation du domaine public 2023 s'élève à 15 270 €. Nous constatons, alors je dis bien nous constatons, parce que maintenant je me méfie, nous constatons une baisse de clients, 7 344 contre 7 447 en 2022. Donc, nous constatons aussi une baisse des recettes de 1 992 000 € contre 2 034 000 €. Nous constatons une baisse d'investissement de 222 000 € à 250 000 € en 2022. Nous constatons une baisse du volume de gaz acheminé de 123 gigawattheures contre 128 gigawattheures. Et nous constatons également une baisse des interventions, 71 contre 82 en 2022. Comme tous les ans, je vous montre ce tableau qui, à mon sens, est explicite de la représentation de GRDF au niveau national. Donc, GRDF, c'est le plus long réseau de gaz en Europe. 207 081 km. En rouge, vous avez les chiffres de 2022. Il y a 225 TWh de gaz acheminé, 1 milliard d'euros investis pour développer, entretenir et exploiter le réseau, plus d'1 million d'euros consacrés chaque jour à la sécurité du réseau. L'entreprise est dynamique, elle compte 11 268 collaborateurs, 556 embauches en CDI, 689 alternants qui vont être formés par GRDF et 3,25 milliards de chiffre d'affaires. Ensuite, merci. Alors, c'est 11 millions de clients en France, soit 9 584 communes, soit 77% de la population. Il y a 558 stations de... Pardon ? La détente, d'accord. Vous êtes de spécialistes, pas moi. Contre 515 en 2022. Là, par contre, c'est intéressant. Nous avons 544 sites d'injection de biométhane contre 428, ce qui représente 7 TWh contre 5,4 en 2022. En dessous, je vous ai mis 1 TWh, c'est 1 milliard de kilowattheures. Je ne me suis pas trompé, monsieur Lhuillet. Très bien, merci. Bien. Donc, le projet de délibération, à moins qu'il y ait des questions, ou je le lis maintenant. Je le lis ? Oui, question ? Allez.
Alors, est-ce qu'il y a des questions? Monsieur L'Huillier, je vais vous donner la parole. Je vous donne la parole. Éteins ton micro, François. Appuyez sur le micro parce que là, on ne vous entend pas. Et allumez sur votre micro. C'est lui qui gère mon micro d'habitude. Normalement. Je vais faire juste un tout petit parallèle. Parce que du coup, vous voyez, le service de l'eau, par exemple, il y a longtemps qu'il est dans le domaine du privé. Gaz de France, GRDF, c'est beaucoup moins longtemps. Et le tout petit parallèle que je voulais vous faire, c'est heureusement on n'a pas autant de fuites que la flotte. Sinon, on ne se parlerait pas, là, cette-ci. Pourtant, c'est les mêmes tuyaux, hein. C'est le même réseau. C'est la même distribution. La seule chose qu'il y a, c'est les bords. Cher, hein. Alors, monsieur Franier, je vais vous expliquer comment ça va. Il y a 64 bords. Ça, c'est le FEDER. 64 kilos. Après, on descend à 0,4 bords et après, on livre à 19 millibords. Vous voyez? Toute la distribution se fait à 19 millibords sur les réseaux. Donc, du coup, les fuites, même si c'était des fuites, on les sent. À 19 millibords, on les sent. Mais par rapport à l'eau, vous voyez, il y a beaucoup moins de pertes quand même. Pour le même réseau. Alors, c'est pour ça que je voulais parler à monsieur Chaumet. Parce que lui, il m'a l'air spécialiste du terrassement et des fouilles. Parce que là, il vient de me le dire tout à l'heure, il m'a interpellé en disant, moi, je connais mieux que tout le monde. Ah non, mais je vais vous expliquer quelque chose. Quand on est sur un réseau, la première chose qu'on fait, c'est qu'on vérifie s'il n'y a pas de fuite. Comment vous m'expliquez qu'on arrive à avoir des fuites avec l'eau, alors qu'avec le gaz, on n'en a pratiquement aucune, et heureusement d'ailleurs. Alors expliquez-moi, je lui laisse la parole. Madame la maire, je vous demande, donnez-lui la parole, je veux qu'il m'explique. Le rapport a été présenté. Je pense que. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Alors, Frédéric Bréjard. Oui, moi je voudrais faire une intervention, puisque M. Lully a parlé d'un parallèle, je vais en faire un. On comprend que vous ne souhaitiez pas que le coût de l'eau augmente, quand bien même la consommation diminue. Alors ça, franchement, qu'est-ce qui se passe si ERDF, GRDF? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je vous assure que tous les Français qui font des efforts pour faire baisser leur consommation et de gaz et d'électricité l'obtiennent, mais voient des tarifs qui s'explosent. Donc, ils consomment moins, ils payent beaucoup plus cher. Et ça ne vous offusque pas. Il y a eu 12,5% là, au 1er juillet, et on va nous dire que c'est l'acheminement, que c'est, etc. Non. Comment est-ce que vous pouvez gérer cette contradiction? C'est tout ce que je vous dis. Bien. C'est une... Alors, monsieur Bréjard, c'est pas une contradiction. Moi, je suis pour la péréquation tarifaire et l'accès à l'énergie au même prix pour l'ensemble de nos concitoyens. Alors, vous n'allez pas me dire que j'ai une contradiction. Ah non, le prix d'énergie, c'est un tarif normalement régulé. Le marché, aujourd'hui, l'a foutu en l'air. Mais moi, je suis pas dans la loi du marché, hein. Vous savez, rappelez-vous, je suis communiste, moi. Hein. Je vous le dis direct, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Alors, tu avais lu la prise d'acte? Je sais plus. Alors, vas-y. Je peux y aller? Ouais. C'est bon. Projet de délibération, le conseil municipal, après avis de sa commission consultative des services publics locaux, après avis de sa commission développement et aménagement de la ville, prend acte du compte-rendu d'activité 2023 pour la distribution du gaz naturel établi par GRDF, tel que présenté, et s'engage à le tenir à disposition du public. Merci François. Donc, on prend acte et tu continues, vu que là, il s'agit d'une convention. Donc, c'est une délibération sur la convention d'occupation temporaire du domaine public. À ce sujet, la convention traitant ce sujet est envoyée pour la commission de développement et aménagement de la ville, présentait une erreur. Il fallait lire en première page entre la mairie de Lunéville et GRT Gaz, et non entre la communauté de communes du territoire de Lunéville, Abacara et GRT Gaz. Les travaux devant être réalisés rapidement, sur demande de l'ADREAL, après l'apparition de micro-fissures, GRT Gaz a eu l'autorisation de les effectuer avant le passage de cette délibération au conseil municipal. Les travaux sont actuellement terminés. Le but de cette délibération est d'autoriser Madame le maire à signer une convention d'occupation temporaire du domaine public
entre la commune de Lunéville et GRT-Gaz. Objet de la délibération, le conseil municipal, après avis de sa commission développement et aménagement de la ville, autorise Madame le maire à signer la présente convention et toutes les pièces afférentes. Merci François. Est-ce qu'il y a une question concernant cette nouvelle convention? Non. Donc on va voter. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Elle est votée à l'unanimité. Alors ensuite, c'est Gérald Bardot. Alors c'est qui? Non, c'est Colette Mansuy, pardon. Colette Mansuy qui va nous parler des quartiers d'été 2024. C'est la faute de François. Effectivement, pour la 4e année, suite à la volonté du président de la République, le dispositif quartier d'été est reconduit en 2024. Un dispositif destiné aux habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville. L'opération quartier d'été repose sur 5 objectifs. Favoriser les activités intergénérationnelles et familiales, promouvoir les valeurs de la République et de la citoyenneté, impliquer les jeunes dans l'élaboration et la mise en œuvre de projets à vocation socio-éducative, prévoir la mixité des publics et la promotion de l'égalité femmes-hommes, notamment par la définition des modalités de mobilisation des publics féminins, sensibiliser aux enjeux de la transition écologique. Pour la mise en œuvre de ces objectifs, les modalités d'action suivantes sont à privilégier. Des rencontres et activités interquartiers qui ont commencé hier déjà, et avant-hier, pardon. Des activités en soirée, des week-ends et en août, et des séjours. 5 associations se sont portées candidates pour participer à cette opération. Alors nous retrouvons l'association Alicia, le centre social Les Épis, Recyclune, la Fédération des œuvres laïques et UFOLEP. Vous avez aussi dans le tableau les subventions allouées par l'État, le budget prévisionnel et les subventions proposées par la ville. Projet de délibération. Le conseil municipal, après avis de sa commission des finances, décide d'attribuer 500 € à l'association Alicia, 300 € au centre socio-culturel Les Épis, 500 € à l'association Recyclune, 200 € à la Fédération des œuvres laïques, 500 € au comité départemental UFOLEP 54. Précise que les crédits sont prévus au BP 2024, nature 65-74, enveloppe 23 159. Merci Colette. Est-ce qu'il y a des questions concernant ces quartiers d'été? Non, donc on va voter. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est voté à l'unanimité. Ensuite, affaires scolaires, c'est Jonathan Auvillers qui va vous présenter cette délibération. Merci Madame le maire. La directrice de l'école Villebois-Mareuil a formulé une demande de modification des horaires pour son école dans le but de permettre aux parents qui ont des enfants scolarisés à la fois à Villebois-Mareuil et à Hubert-Menet d'être présents au moment des entrées et sorties scolaires. Les horaires proposés pour la rentrée 24-25 sont les suivants. Le matin de 8h20 à 11h35 et l'après-midi de 13h20 à 16h05. La demande de modification a été validée en conseil d'école exceptionnel le 24 mai 2024 et par l'inspecteur de circonscription de l'éducation nationale. Le projet de délibération, le conseil municipal décide de modifier à la demande du conseil d'école les horaires d'entrée et de sortie des élèves de l'école Villebois-Mareuil comme suit. Le matin, entrée à 8h20, sortie à 11h35 et l'après-midi, entrée à 13h20 et sortie à 16h05. Autorise Madame le maire ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à cette délibération. Merci Jonathan. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Benoît. Je profite de cette délibération sur les affaires scolaires pour remercier Valérie. J'ai bien reçu le mail de Valérie au mois de juin qui me communiquait le budget consacré au périscolaire. J'ai reçu également l'ensemble des documents concernant l'église Saint-Maur,
mais je passerai rapidement, les choses me semblant très claires. Sur le budget des affaires du périscolaire, hors restauration, je m'étonne, il s'élève à 2 millions d'euros, ce qui représente 10% du budget de la ville. Je suppose qu'il y a une erreur. En tout cas, la ventilation des sommes n'est pas tout à fait correctement faite. Et j'ajoute que le mail du mois de décembre présentait un lien vers les documents qui étaient joints, mais le lien ne fonctionnait pas, raison pour laquelle, je le redis, je n'ai reçu une réponse à ma question qu'il y a 15 jours. Mais merci pour m'avoir donné ces documents. Il faut éteindre le micro, Benoît. Oui, non, je confirme que ça représente à peu près 10%, parce que dedans, il y a tous les frais de personnel, dont les ATSEM, qui interviennent en école maternelle. Je rappelle qu'on met à disposition 0,75 équivalent temps plein par classe de maternelle, donc ce qui fait une charge salariale importante, ainsi que l'ensemble des intervenants sur les sites périscolaires. Les charges de personnel représentent l'ensemble des... Et les agents techniques pour l'entretien, le personnel qui intervient dans les écoles pour faire les travaux. Et les cantines. OK. Alors, concernant ces délibérations, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, qui est contre, qui s'abstient? Elle est votée à l'unanimité. Alors, restauration municipale, c'est Catherine Laurin qui va vous la présenter. Oui, merci Madame le maire. C'est une délibération qui concerne la signature d'une convention entre l'IUT de Nancy-Brabois, le CROUS, Lorraine et la ville de Lunéville. Cette convention concerne l'accueil des étudiants au restaurant municipal et les modalités de cet accueil. Là, il y en avait une déjà qui avait été signée en 1997 et qui avait fait l'objet de nombreux avenants. Donc, en voici une nouvelle. Qu'est-ce qu'il y a de neuf dans cette convention? C'est essentiellement la participation financière du CROUS, à savoir que pour les élèves non boursiers, la participation du CROUS passe de 1 euro à 2 euros. Et pour les élèves boursiers, cette participation passe de 3,30 € à 4,30 €. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que la municipalité facture le repas aux étudiants à 5,30 €, bien en dessous du prix de revient d'un repas, étant donné que ce prix de revient avoisine les 8 €. Petit détail également pour ceux qui auraient lu toute la convention de façon minutieuse, les étudiants de l'IUT ne sont pas privés de dessert, c'est une erreur de frappe, à savoir que chaque étudiant a bien une entrée, un plat constitué de viande ou poisson avec un accompagnement, un fromage ou un produit laitier et un dessert et du pain à volonté. Merci. Merci Catherine. Est-ce qu'il y a des questions concernant cet avenant? Monsieur Valois. Oui. Mais voilà, c'est pas directement en relation avec le contenu de la délibération qui ne pose pas de problème, c'est plus pour avoir des informations de votre part quant à l'avenir des formations proposées à l'IUT, puisqu'on sait qu'on est sur une fermeture annoncée par l'Université de Lorraine de la formation proposée sur place depuis déjà de nombreuses années, dans l'attente de potentielles suites. Mais voilà, si vous pouviez nous communiquer les informations dont vous disposez à ce sujet. Alors effectivement, la formation Clio va s'éteindre. Alors on nous avait dit en 2024, là on dit plutôt en 2026.
En attendant, moi je rencontre souvent l'Université de Lorraine. Ils sont en train de travailler avec nous, bien évidemment. L'idée, c'est pas de fermer l'IUT, hein, c'est qu'il y ait d'autres formations de bac plus, hein, parce que c'est l'objectif. Pour être clair, à ce jour, je ne peux pas vous dire, ce serait malhonnête de ma part de vous dire qu'il y a telle et telle formation qui vont arriver, je ne sais pas. Mais on s'est bien mis d'accord avec le vice-président que je rencontre régulièrement, c'est qu'ils ne vont pas abandonner l'IUT. Il y a un vrai enjeu, déjà pour le territoire. Hein. Il y a l'IFSI qui va ouvrir au 1er septembre, donc l'école d'infirmiers qui est importante. Il y a également la Chambre de commerce qui fait des BTS en alternance juste à côté de l'IUT, donc juste derrière. Et donc, il n'est pas question de perdre l'IUT, vu qu'on travaille d'arrache-pied pour justement qu'il y ait des formations Bac+, sur le territoire. Donc, Clio, c'est clair, alors qu'il y a des débouchés. Hein, je rappelle que c'est tout ce qui tourne autour de la qualité, hein, pour ceux qui ne savent pas, mais je sais que vous le savez, M. Valois. Donc, il y a des vrais débouchés, et ça va être rapatrié, a priori, sur Villers, donc Villers-les-Nancy. Aujourd'hui, l'IUT doit, l'université plus exactement, doit revenir vers moi pour nous faire part. En fait, il y a tout un travail qui est fait sur les besoins du territoire. Moi, ils sont en relation avec les proviseurs des lycées également pour qu'il y ait une suite. Voilà, il y a tout un travail qui est fait, mais aujourd'hui, je n'ai pas d'assurance quant aux futures formations. Ce que je sais, c'est qu'on m'a assuré, mais on ne me l'a pas écrit. Donc, voilà, je vais faire confiance a priori qu'il y aura des formations supérieures à l'UNIFIL. Mais de quel niveau et quoi, je ne sais pas. Voilà. Mais de toute façon, je pense qu'on doit tous être attentifs à ce dossier, bien évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Non. Donc, tu vas pouvoir lire le projet. Projet de délibération. Le conseil municipal autorise le maire à signer la convention ci-après annexée, ainsi que tous les documents relatifs à ce dossier et d'éventuels avenants. Alors, qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Elle est votée à l'unanimité. Ensuite, la délibération suivante concerne les finances. Alors, on a déjà passé, c'est Edith Bagarre qui l'avait présenté, mais elle est absente ce soir, l'autorisation d'emprunt pour le CCAS pour la réhabilitation de la résidence Ménil. Juste, il faut juste, et c'est ce qui a été rajouté sur le projet, c'est que le Conseil ne doit pas se contenter de garantir l'emprunt, il faut également qu'il l'autorise, ce qui n'avait pas été fait, d'où ce repassage ce mois-ci. Donc en fait, c'est juste qu'on doit autoriser la garantie d'emprunt, c'est juste ça. J'en profite pour dire que les travaux avancent à leur rythme, et qu'il y aura une journée porte ouverte de visite de l'appartement témoin à l'automne. Mais bien évidemment, aussitôt qu'on aura une date précise, on vous la communiquera et on la communiquera aux Lunévillois qui veulent aller visiter l'appartement témoin de Ménil. Alors, je vais vous lire le projet de délibération. C'est le conseil municipal, après avis de sa commission finances, autorise le CCAS à recourir à un emprunt de 200 000 € auprès de la Banque postale pour la réhabilitation de la résidence Ménil aux conditions exposées ci-dessus. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Elle est votée à l'unanimité. Ensuite, je vais continuer. Ressources humaines, donc c'est l'état de création, suppression et de modification de postes. Donc, globalement, c'est plutôt des créations et des modifications d'horaires. Vous savez très certainement que le manager, vous vous en souvenez très certainement que le manager du commerce était cofinancé par l'ANCT, la Chambre de commerce et la ville de Lunéville depuis 3 ans, que la convention s'arrête. Donc, je parle de la convention, donc c'est pourquoi on parle de création d'un poste de catégorie
catégorie B au grade de rédacteur à temps complet, 100%. Donc, c'est tout simplement le poste de manager du commerce. Ensuite, c'est des postes des promotions en interne, des personnes qui passent à 100% au lieu de 80%. Ensuite, on l'avait déjà exposé, on crée 2 postes en voirie supplémentaire pour compléter les équipes qui ont besoin de renfort dans tout le travail de nettoyage de la ville, du désherbage et de tout ce qui concerne le nettoyage. Donc, 2 postes supplémentaires. Ensuite, c'est la création d'un poste adjoint administratif à temps complet pour France Service. Quand on parle de la commune, entre autres, on pallie de plus en plus aux défaillances de l'État. Et on recrée un poste à France Service parce que là, les personnes sont submergées de travail par rapport aux demandes qu'elles ont au quotidien. Et puis, le chargé de coopération, c'est pour le coordinateur CTG. Donc, il y aura le même d'ailleurs à la communauté de communes pour les autres communes. Et puis, le tableau des effectifs assez classique. Donc, et je précise que ces postes sont bien évidemment prévus au budget 2024. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques ? Alors, je vais relire le début du projet, vu que je vous ai expliqué tout. C'est le projet de délibération, c'est le conseil municipal, après avis de sa commission des finances, donc décide la création des postes que je viens de vous expliquer et précise que les crédits figurent au budget 2024. Donc, qui est contre, qui s'abstient, c'est voté à l'unanimité. Et la dernière délibération concerne le domaine communal. Donc là, c'est la prorogation d'un bail. Frédéric Bréjard complétera en tant que président de l'OPH s'il le souhaite. Prorogation d'un bail amphithéotique, donc rue de Metz. Alors, la rue de Metz, quand vous arrivez de la République, rue côté Château, donc c'est la partie à droite de la rue de Metz et une partie également rue de la République avec les 2 magasins qui sont pas entretenus depuis plusieurs décennies, on va dire. Donc, en fait, il y a une convention qui existe avec un bail amphithéotique qui existe avec la commune. Et aujourd'hui, l'OPH travaille sur un projet important par rapport à la réhabilitation des logements et par rapport à la réhabilitation des boutiques. Pour pouvoir, s'ils aboutissent à ce projet, garantir l'emprunt, il faut que le bail les couvre jusqu'au bout de l'emprunt. C'est pour ça que l'on renouvelle la durée du bail aujourd'hui pour 50 années. Exactement. Tout est dit. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Non. Donc, je vais vous lire le projet de délibération. Le conseil municipal, après avis de sa commission des finances, autorise la prolongation du bail amphithéotique du 7 novembre 1979 cédé à l'OPH du territoire de Lunéville-à-Pacara jusqu'au 30 juin 2014. Autorise donc la deuxième adjointe, c'est Edith Bagard qui signera parce que, vous savez, c'est toujours le jeu. D'habitude, c'est le premier adjoint qui signe, mais étant président de l'OPH, il ne peut pas signer pour la ville. Donc, c'est Edith Bagard qui signera les actes administratifs et autorise le maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. Donc, qui est contre ? Frédéric Bréjard. Ouais, en tant que président, je ne prendrai pas part au vote. Ok, c'est noté. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est votée à l'unanimité. Je vous remercie. Je souhaite à toutes et à tous un bon été.